Les matins de France Culture, Guillaume Erner. Alors, on évoquait avec Camille Magnard dans sa revue de presse internationale la sortie du tunnel. Il semblerait qu'il y ait au moins un pays qui soit sorti du tunnel. On va vérifier ça. Et ce pays, c'est la Chine. Nous sommes en compagnie de Karine Milsan. Bonjour. Bonjour. Vous êtes économiste, professeur à l'École d'économie de Paris et chercheur au Centre national de la recherche scientifique. Et vous êtes particulièrement intéressé au système de santé chinois. Et puis, nous sommes en duplex avec Wuhan. Philippe Klein, bonjour. Bonjour. Vous êtes médecin et directeur de clinique à Wuhan. Est-ce que vous pouvez nous dire quelle est la situation sanitaire de cette ville, Philippe Klein, aujourd'hui ? Eh bien, dans 2 jours, c'est-à-dire le 8 avril, cela fera une année que la ville de Wuhan a été déconfinée après 3 mois d'une lutte implacable contre le coronavirus. Donc, on peut dire que depuis maintenant une année, c'est bien l'économie qui est le maître du temps ici à Wuhan et en Chine. Et on vit depuis une année normalement. Je travaille normalement. Nous vivons, nos enfants vont à l'école normalement. On va dans les restaurants. Ce qu'on appelle une vie normale, même si on a un peu oublié ce qu'était une vie normale en France. Philippe Klein, il y a eu des vaccinations ? Alors, la Chine a commencé la vaccination de masse. On a aujourd'hui à peu près une centaine de millions de Chinois sur le continent qui ont été vaccinés. Mais les vaccins chinois qui utilisent la technique du virus inactivé, c'est-à-dire la même technique que la vaccination contre la grippe, ce vaccin chinois, il est déjà utilisé dans le reste du monde, comme en Turquie, au Maroc, au Brésil. Donc on peut dire que la Chine n'a pas eu à faire une vaccination de masse en urgence, du fait que l'on était dans une bulle sanitaire et que cela lui permettait, donc sans virus, et que cela lui permettait de prendre son temps pour vacciner la population. Karine Milsan, si on essaie de comparer ce système de santé chinois que vous connaissez bien avec le système de santé européen en général, le système de santé français, quelle différence ? Alors, c'est pas... quand on s'intéresse à la crise sanitaire, ce n'est pas tant le système de santé sur lequel il faut pointer, mais plutôt les mesures qui ont été prises pour lutter contre la dissémination du virus. Donc les mesures qui ont été prises ont été un très fort confinement tel qu'on ne l'a jamais vécu. On a beau avoir l'impression d'avoir été très fortement confiné, notre forme de confinement n'a rien à voir avec l'absence totale de tout déplacement, même pour s'alimenter. Il fallait se faire livrer, qu'il y a pu y avoir en Chine. Le système de santé chinois a aussi ça de différent du système de santé européen, c'est qu'il est, ou même états-unien, c'est qu'il est tout à fait hétérogène. C'est-à-dire que je ne peux pas vous parler du système de santé tel de la ville de Wuhan ou des grandes villes dans les métropoles, où il va exister des grands hôpitaux universitaires avec l'émergence d'hôpitaux privés, comme là on a un correspondant, et puis la situation dans les campagnes, où en fait ce n'est même pas des médecins formés de la même manière. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas le même niveau d'études. Ce n'est pas 1 ou 2 ans qui les séparent. C'est vraiment des pans entiers d'études qui n'existent pas. Donc un médecin de la campagne ne peut pas devenir un médecin de la ville dans un grand hôpital universitaire. Ce qui veut dire qu'on pourrait imaginer, Karine Milsan, que des informations sur la pandémie en Chine nous aient échappé ? On peut... déjà, il y a un système d'information qui existe de façon très parcellaire en Chine. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire qu'il n'existe aucun système d'information dans les grands hôpitaux, encore une fois, mais vous n'avez pas un système, ne serait-ce dans les grands hôpitaux, le système d'information n'est pas unifié dans l'ensemble de ces grands hôpitaux. Pour certains, oui, mais pas dans l'ensemble. Par ailleurs, les hôpitaux de plus petite taille n'appartiennent pas. Donc, je ne vous parle même pas des zones rurales. Donc, il est évident que, de par un manque de système d'information, beaucoup d'informations échappent. Philippe Klein, aujourd'hui, est-ce qu'il y a, je ne sais pas, une surveillance particulière ? Est-ce que les autorités à Wuhan, notamment, veillent à ce qu'il n'y ait pas de virus qui circulerait encore de manière résiduelle, qu'il y ait quelques personnes atteintes par le coronavirus aujourd'hui ?
Oui, alors déjà, je voudrais faire juste un petit rappel sur le confinement qu'on a vécu ici au début de l'année 2020. En fait, ce confinement, il a commencé par un confinement relativement mou, où les personnes pouvaient sortir de chez elles, aller faire leurs courses, et puis les Chinois se sont rendus compte, à partir du 17 février, que ce confinement ne serait pas suffisant, en effet, pour arrêter l'épidémie. J'ai toujours dit que les Chinois, ils ont décidé d'arrêter l'épidémie et de ne pas la freiner. Et c'est en effet à partir du 17 février que les mesures de confinement ont été très strictes. Et là, on a vu un élan quand même de solidarité fantastique des Ouranais qui sont restés chez eux. Et en effet, ça a été favorisé par l'existence d'un support logistique extraordinaire pour nourrir ces personnes. Je voudrais faire aussi une autre remarque sur le système de santé chinois. Les Chinois n'ont pas de médecins généralistes. Ce que nous avons en France, et que j'ai toujours dit que c'était une première ligne extraordinaire pour nous vis-à-vis de alors, cette pas de médecins généralistes, ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsqu'ils ont, je ne sais pas, une grippe, quelque chose de bénin, et qu'ils veulent aller chez le médecin, ils vont voir qui, Philippe Klein? Alors, ça veut dire que si vous voulez faire appel à la médecine occidentale, forcément c'est une médecine de masse où tout le monde va se retrouver dans ces grands hôpitaux, en tout cas à Wuhan c'est ainsi, dans ces grands hôpitaux universitaires dont parlait votre correspondant. D'accord. Et alors, donc, pour le virus, est-ce qu'il y a une surveillance actuelle, Philippe Klein? Alors en fait, depuis le déconfinement de la région du Roubaix, de ces 60 millions de personnes, donc la dernière grande ville à être déconfinée était Wuhan le 8 avril, les Chinois ont réussi à faire ce que j'ai appelé une remise à zéro sanitaire, donc à vider la Chine continentale du virus. Et je rappelle qu'il n'y a pas eu de première vague en dehors du Roubaix, il n'y a pas eu de première vague à Pékin. Il n'y a pas eu de première vague à Shanghai. Donc, ils ont vidé et ensuite, ils ont maîtrisé aux frontières. Et tous les cas de résurgence que l'on a pu voir en Chine étaient le fait de réintroduction du virus depuis la frontière. Et donc, à Wuhan, nous n'avons pas eu de cas positifs de Covid depuis le mois de mai, qui est la période où ils ont fait le testing de masse pour montrer à la population qu'il n'y avait en effet plus d'épidémie et pour redonner confiance à la population et qu'elle reprenne une vie normale. Et les variants, est-ce que des variants sont arrivés jusqu'à vous? Alors, pas forcément à Wuhan, mais en Chine, Philippe Klein. Alors, les variants seront arrêtés à la frontière, comme tout virus. La pression virale, elle est autour de la Chine continentale. Donc, tout virus sera arrêté à la frontière, puisque vous savez que lorsque vous arrivez en Chine, eh bien, vous avez des tests PCR, des sérologies, et puis l'obligation de tenir une quarantaine dans la ville où vous arrivez. Karine Milsan, s'il fallait savoir ce qui relève dans ce qui semble être une victoire du régime chinois sur le virus, ce qui relève des choix politiques et des choix médicaux, qu'est-ce que l'on pourrait dire à ce sujet? Est-ce que le fait que l'épidémie ait été maîtrisée signifie que la médecine chinoise est excellente, ou bien qu'il y a un pouvoir qui peut se permettre, à la différence des démocraties, d'effectuer des mesures qui sont extrêmement contraignantes du point de vue des libertés publiques? Quand vous avez un système de santé qui ne permet pas de prendre en charge l'ensemble de la population, forcément vous mélangez politique et sanitaire si vous voulez lutter contre une crise épidémique avec 1,4 milliard d'habitants. Donc, en fait, il a été précisé, ça a été dit juste avant par le docteur Klein, les Chinois n'ont pas de médecin généraliste. Il n'y a pas cette médecine de ville. Ils ont des dispensaires, ils ont des centres de santé dans les zones rurales ou périurbaines assez éloignées. Et la moitié des consultations qu'on a en ville se font à l'hôpital. Donc forcément, vous avez un goulot d'étranglement et des temps de consultation qui sont ridicules, de l'ordre de 2 minutes. Donc, si vous voulez lutter contre un virus, ce n'est pas grâce à votre système de santé. Il va falloir donc, et c'est ce qu'ils ont fait, trouver d'autres manières. Et donc, ils ont effectivement réussi à lutter contre le virus en étant excessivement restrictifs dans tout déplacement également en testant énormément les gens, suivant les zones, suivant le bon vouloir ou bien alors de façon plus agressive, et pour s'assurer qu'en fait le virus ne pouvait plus circuler.
Philippe Klein, est-ce que lorsque l'on parle du monde normal, parce que nous, on n'a plus tellement de souvenirs de ce qu'est le monde normal, vous êtes à Wuhan, est-ce que ça veut dire par exemple que les masques sont aujourd'hui portés? Est-ce qu'ils sont complètement abandonnés? Est-ce que les gestes barrières sont peut-être plus faciles à faire en Chine? Je ne sais pas, peut-être qu'on ne fait pas la bise pour dire bonjour, bref. Est-ce que c'est plus facile pour les Chinois, même revenus à un mode de vie normal, de respecter un certain nombre de précautions? La Chine doit relever beaucoup de challenges de l'humanité, notamment ceux liés à la surpopulation. Donc, en effet, il y a beaucoup de Chinois en Chine et beaucoup de Chinois, beaucoup de Wuhanais à Wuhan. Les Wuhanais n'avaient pas l'habitude de mettre le masque auparavant, avant cette pandémie. C'était plus le cas à Shanghai ou dans les grandes villes internationales de Chine. Eh bien, depuis le 8 mai, le masque est porté par les Wuhanais, alors qu'il n'est plus obligatoire dans l'espace public. Il est encore obligatoire dans certains milieux, mais les Wuhanais ont eu peur à l'occasion de cette épidémie, et ça a modifié leur comportement. Maintenant, ils utilisent les moyens modernes que sont l'intelligence artificielle et le testing de masse. Donc, on s'appuie énormément sur ces moyens-là pour surveiller toute résurgence d'épidémie sur le sol chinois. Qu'est-ce que ça veut dire testing de masse? Ça veut dire qu'il y a aujourd'hui, au moment où nous parlons, des gens qui sont testés. On essaye de vérifier qu'il n'y a pas de coronavirus en circulation en Chine. Bien, le plus bel exemple de testing de masse, c'était au mois de mai, les 2 dernières semaines du mois de mai de l'année dernière. Les Wuhanais avaient été déconfinés le 8 avril, mais on ne voyait pas les enfants dans la rue. On ne voyait pas les gens reprendre une activité normale. Alors, les autorités ont testé les 11 millions d'habitants et ils ont ainsi montré à leur population que l'épidémie était maîtrisée, et ça a redonné la confiance, et les gens, à ce moment-là, sont ressortis et ont repris une vie normale. Karine Milsan, est-ce que la santé coûte cher en Chine, à la fois aux Chinois et puis à la collectivité, si on essaie de faire une comparaison par rapport à ce que la santé nous coûte en France? La santé coûte très cher. En fait, les hôpitaux sont publics, mais pour des raisons historiques qui sont liées à l'ouverture économique, ils sont passés par une autonomie de gestion. Et donc, du coup, les prix ont totalement flambé, puisque vous avez une structure publique, mais qui agit comme une entreprise. Donc, les prix se sont envolés. Et c'est justement à l'épisode du SRAS, une autre épidémie au début des années 2000, qui a été mis en place, en fait, une assurance de santé, 3 assurances de santé publique. Donc, je ne rentre pas pour les urbains, les ruraux et les migrants. Mais cette assurance ne couvre pas suffisamment les soins. Donc, même si elle aide, la santé reste encore très inabordable pour une grande masse de la population chinoise. Mais est-ce que ça veut dire que malgré tout, la Chine était plus à même que nous, mieux préparée aux pandémies? Est-ce qu'il y avait un système de surveillance qui était peut-être plus réactif que nous? On a vu par exemple qu'avec les masques, la Chine était probablement mieux préparée que nous. Est-ce que c'est le cas aussi dans d'autres domaines ou du point de vue d'autres structures, Karine Milsan, vous qui êtes spécialiste de la santé, du système de santé chinois? C'est un système autoritaire. Donc, si vous voulez, quand on prend une décision face à un problème de telle ampleur, on est capable de prendre une décision drastique, totalement drastique. Donc, on est capable, effectivement, d'isoler complètement les familles de manière à pouvoir éradiquer le virus. Je voudrais juste rappeler que si à Wuhan, il n'y a pas eu de résurgence, il y a quand même eu d'autres foyers de résurgence au sein du territoire chinois, notamment dans la province qui côtoie celle de Pékin, le Hebei. Donc voilà, il faut quand même avoir en tête qu'il y a des résurgences, que l'État chinois a conscience de ces résurgences, mais qu'il agit tout de suite et qu'il agit avec force, c'est-à-dire qu'il n'a pas des mesures petit à petit. Dès qu'il s'aperçoit qu'il y a résurgence du virus, il ferme la zone. Philippe Klein, comment sont observées depuis Wuhan où vous êtes les mesures qui sont prises en France, en Europe? Que disent les Chinois sur la façon dont nous nous battons, dont nous combattons cette pandémie?
Les Chinois sont forcément inquiets. La Chine est l'usine du monde, on le sait. Donc la Chine ne peut pas vivre repliée sur elle-même comme elle l'est depuis maintenant une année, avec des frontières qui sont quand même fermées. Uh-huh. La Chine a tout intérêt à voir le reste du monde surmonter cette pandémie et que la situation économique globale reprenne normalement. Mais est-ce qu'ils ont confiance en nous, si vous voyez ce que je veux dire? Est-ce qu'ils pensent que les mesures que nous prenons sont les bonnes? Les Chinois observent ce qui se passe. Les Chinois ont eu un sentiment de culpabilité. J'ai mes collègues médecins, je les ai vus réagir au moment où on avait maîtrisé l'épidémie ici. Certains étaient prêts à venir nous aider. Bon, ça ne s'est pas fait. Et du coup, il y a eu un sentiment nationaliste qui en est ressorti, avec la fierté d'avoir maîtrisé l'épidémie, et puis la fierté d'être chinois et d'être quelque part considéré comme le responsable, mais d'avoir aussi trouvé des solutions et d'avoir essayé de donner ces solutions aux autres. Trouver effectivement des manières de faire. Karine Milsan. Oui, juste pour rebondir, que la Chine a besoin de l'Occident, la Chine a besoin, évidemment, un des problèmes majeurs de la Chine, c'est la consommation intérieure. C'est un problème de stabilité également. On parle beaucoup de la crise sanitaire en disant « regardez la croissance chinoise ». Mais juste un tout petit mot, quand on regarde les taux de chômage, on n'a que ceux qui sont officiellement au travail. On n'a pas tout le travail illégal provenant des migrants et c'est un problème de stabilité sur lequel doit travailler. Vous pensez qu'il y a plus de chômeurs que les autorités chinoises ne le disent? Il est évident, je veux dire, c'est pas chiffre officiel et puis les personnes qui ne sont pas en situation régulière. Philippe Klein, merci de nous avoir éclairé sur la situation à Wuhan. Je rappelle que vous êtes directeur de clinique à Wuhan. Karine Milsan, vous êtes économiste, professeur à l'école d'économie de Paris. On se retrouve dans quelques instants. Vous serez rejoint par Antoine Bondaz, qui est chercheur à la Fondation pour la recherche stratégique et enseignant à Sciences Po. 7h-9h, les matins de France Culture, Guillaume Erner. Alors que de nombreux pays se débattent encore avec l'épidémie, les voyants de la Chine sont au vert, le virus semble loin, l'économie est repartie et le déploiement des vaccins chinois apparaît comme un outil diplomatique. C'est du moins en tout cas le discours officiel, parce que au-delà de ça, il y a d'autres éléments dont la Chine parle moins, notamment les violations régulières des droits de l'homme et l'oppression des Ouïghours au Xinjiang. Alors pour en parler, nous sommes en compagnie de Karine Milsan, économiste, professeure à l'école d'économie de Paris et chercheur au Centre national de la recherche scientifique. Vous avez notamment publié, Karine Milsan, Healthcare Reform in China. Et puis nous sommes en duplex avec Antoine Bondaz. Bonjour Antoine Bondaz. Bonjour. Vous êtes chercheur à la Fondation pour la recherche stratégique, enseignant à Sciences Po. Antoine Bondaz, la Chine dit-elle vrai lorsqu'elle explique qu'elle a parfaitement réussi à maîtriser la pandémie? Ce qui est clair, c'est qu'à partir de février et surtout mars 2020, la Chine a été capable de contrôler la pandémie. La pandémie, premièrement, elle a été contrôlée sur le plan géographique, puisque l'immense majorité des cas ont été déclarés dans la province du Hubei et plus particulièrement dans la capitale de cette province, à Wuhan. Et deuxièmement, elle a été circonscrite dans le temps, puisqu'encore une fois, elle a duré principalement jusqu'à février 2020. Depuis, il y a eu des petites flambées épidémiques dans différentes villes, mais la pandémie est de fait, en termes de contrôle, est contrôlée sur le territoire national, contrairement évidemment à ce qui peut se passer à l'étranger et notamment en Europe. Mais là, effectivement, en Europe, on ne prétend pas l'avoir maîtrisé. Karine Milsan, qu'est-ce que l'on sait sur ce qui se déroule en Chine du point de vue de cette pandémie? On sait les images que l'on a, les correspondants que l'on a. Donc on sait que dans les grandes villes, effectivement, la pandémie est largement maîtrisée de par un régime autoritaire qui permet de mettre en place des mesures drastiques pour réussir à la maîtriser. Et puis aussi... Quelles mesures drastiques, par exemple?
le fait d'accepter en fait d'être pisté en permanence. Il suffit de voir le. Lorsqu'une personne est positive, par exemple, ses enfants sont-ils... Alors, ça dépend à quel endroit elle se trouve, hein. Mais par exemple, ce qui s'est passé dans la province du Hebei, donc plus récemment, quand il a commencé à y avoir des foyers, c'était des foyers qui n'étaient pas dans des très grandes villes. Et donc là, le système de santé étant également beaucoup plus restreint, les autorités ont agi également de façon beaucoup plus forte en délocalisant les gens, en les testant, et s'ils ont été positifs, en les mettant dans des endroits autres qui étaient construits de manière à pouvoir totalement contrôler les populations. Où les enfants donc n'étaient pas effectivement maintenus avec leurs parents, si les parents étaient positifs. Antoine Bondaz, vous avez subi le dénigrement des autorités chinoises et notamment de l'ambassadeur chinois en France, dans des mots assez durs. Vous étiez qualifié de toutes sortes de qualificatifs. Pourquoi cette animosité du régime chinois vis-à-vis d'un chercheur ? Alors, je m'étais simplement exprimé sur une autre question, la question de Taïwan, en rappelant notamment qu'une ambassade à l'étranger, une ambassade notamment chinoise en France, n'avait pas à faire d'injonction envers des élus, puisque là, en l'occurrence, l'ambassade de Chine avait non seulement demandé, mais imposé à des parlementaires français de ne pas, je cite, rencontrer les autorités politiques taïwanaises dans un voyage qui est prévu pour août 2021. Ces visites parlementaires, il faut vous rappeler qu'elles sont fréquentes, hein, elles ont lieu quasiment chaque année, que ce soit de l'Assemblée nationale ou du Sénat, que ces parlementaires rencontrent les autorités politiques sur place, y compris la chef de l'exécutif, la présidente Tsai Ing-wen, et que ces visites, évidemment, n'engagent en rien la responsabilité du gouvernement français et n'engagent en rien la politique étrangère de la France. Et c'est donc pour avoir rappelé cela que l'ambassade de Chine en France m'avait qualifié notamment de petite frappe, de hyène folle, etc. Ce qui est plus important, c'est plutôt le contexte, c'est qu'on a de fait une rhétorique de la diplomatie chinoise de plus en plus offensive. Oui, c'est-à-dire que c'est une politique, Antoine Bondaz, c'est pas un dérapage. Alors, la politique des autorités chinoises est d'être beaucoup plus offensif en termes de communication, c'est-à-dire non seulement d'imposer des éléments de langage à l'étranger, potentiellement de répandre de la désinformation sur certains éléments extrêmement précis. Et clairement, l'ambassade de Chine en France s'inscrit dans cette dynamique, mais l'amplifie considérablement. On se rappelle par exemple des déclarations en avril 2020 qui avaient valu déjà à l'époque la convocation de l'ambassadeur et puis ces propos plus récemment. Encore une fois, il y a une dynamique et l'ambassade l'amplifie puisque d'autres ambassades à l'étranger, heureusement, ne s'expriment pas de cette façon. Karine Midsan. Oui, en fait, il y a à l'intérieur de la Chine, les discours à l'intérieur de la Chine qui sont... on l'a vu il y a un an sur les réseaux sociaux, on laisse faire, puis on ferme, on contraint, on recadre et on réécrit un peu. Et puis, il y a le discours à l'extérieur. On ne peut pas enlever à la Chine le fait qu'elle a été capable de stopper un virus sur une population d'1,4 milliard. Ça, c'est un premier élément. Ensuite, il y a toute la dialectique, c'est-à-dire la communication pour l'extérieur. La Chine est quand même le pays d'où est parti le virus. Donc, en fait, elle doit glisser vers une autre forme de communication pour apparaître comme un sauveur et utiliser cette arme comme une arme diplomatique. Donc en fait, elle doit montrer que son régime, qui est décrié par l'Occident, a quand même permis d'endiguer, même s'il y a encore des pop-up, d'endiguer la crise. Et elle utilise ensuite les vaccins qu'elle a pu trouver comme également une manière de montrer qu'elle est capable de venir en aide aux autres pays. Donc, elle est là pour faire taire, en fait, toute voix qui viendrait, qui serait dissonante par rapport à ce discours victorieux. Et puis, Antoine Bondaz, il y a un élément, un domaine sur lequel nous avons peu d'informations, mais justement, les chercheurs sont là pour essayer d'éclairer ces questions-là. C'est la question des Ouïghours. Peut-être un mot sur ce que sont les Ouïghours et ce que l'on sait aujourd'hui sur leur situation, Antoine Bondaz.
C'est une des minorités ethniques en Chine, mais c'est une minorité qui est majoritaire dans une province au nord-ouest, la province du Xinjiang. Alors, il y a des violations des droits de l'homme dans la province qui sont documentées depuis plusieurs années. Et puis, ces violations se sont considérablement accélérées ces dernières années, notamment à partir de 2016-2017, suite notamment à une décision des autorités chinoises de lutter de façon extrêmement forte contre une menace terroriste, et en cela, personne ne critique la Chine pour l'avoir fait. Mais ce qui est critiqué, c'est que les autorités chinoises ont utilisé ce prétexte pour aller bien plus loin et, de fait, violer de nombreuses fois et de façon quasiment systématique des droits de l'homme. Alors, ce qui est documenté aujourd'hui, et comme rappelé notamment par le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, c'est l'internement de plus d'1 million de personnes, ce sont des stérilisations forcées, c'est du travail forcé, etc. Et un des débats qui se pose, et là il y a une dimension juridique, une dimension politique, c'est la qualification ou non de génocide. Alors moi je ne suis pas juriste, je ne m'exprimerai pas sur le terme. Le seul point qui est très important, c'est de rappeler que dans la définition d'un génocide, il y a notamment les mesures visant à entraver les naissances au sein d'un groupe, et sur ce point précis, que certains considèrent qu'il pourrait y avoir au Xinjiang un génocide. Mais encore une fois, il y a une dimension politique et une dimension juridique dans l'utilisation de ce terme. Alors, il y a de plus en plus de gens qui s'émeuvent de la situation des Ouïghours. Et il y a aussi un contre-feu qui est allumé par les Chinois avec des blogueurs, un certain nombre de personnes surgit un peu de partout qui expliquent qu'il n'y a pas de fait, qu'il n'y a pas de preuves, qu'il y a ceci ou cela qui cloche dans cette histoire des Ouïghours. Est-ce que là aussi ça fait partie d'une opération concertée, Antoine Bondaz ? Alors, ce qui est clair, c'est que les autorités chinoises ont toujours essayé à contrôler la communication et les débats publics sur la Chine à l'étranger. Ce n'est pas nouveau, et certaines revues, par exemple, publiées par le gouvernement chinois, l'ont été depuis la fin des années 60, y compris en France, par exemple, avec une revue qui s'appelait La Chine en reconstruction, il y a déjà quasiment 50 ans. Ce qui est important pour les autorités chinoises, c'est d'essayer le plus possible d'utiliser des relais à l'étranger qui vont être capables de reprendre les éléments de langage chinois, enfin des autorités chinoises, et d'essayer de leur donner corps à l'étranger. Pour l'instant, ça marche extrêmement difficilement, il faut évidemment le souligner, mais les autorités chinoises continuent leur stratégie. Et en plus de l'utilisation de ces relais, on voit bien que l'objectif initial a été de dénier les faits qui étaient rapportés, ensuite de les relativiser, et aujourd'hui, l'objectif, il est de faire taire ces critiques, que ce soit à travers, par exemple, des poursuites judiciaires qui sont annoncées contre certains chercheurs et même contre certains journalistes, ou alors de faire un relativisme à l'outrance en expliquant, par exemple, que les Européens étant responsables de la Shoah, ils n'ont aucune critique à faire sur ce qui se passe en Chine. C'est une communication de plus en plus maladroite, il faut vraiment le souligner, mais qui semble viser avant tout des objectifs de politique interne, plus que des objectifs de politique étrangère. C'est donc plus, entre guillemets, pour satisfaire les intérêts à Pékin que pour vraiment convaincre à l'étranger. Karine Milsan. Ils utilisent réellement leur succès pour faire taire toute voix dissonante par rapport à un objectif de propagande. Donc, et puis, ils utilisent également le fait que le monde soit tourné sur la crise sanitaire pour avoir une politique plus agressive sur des territoires qu'ils considèrent comme les leurs, sur une politique qu'ils considèrent comme la leur. Donc évidemment, on peut parler des Ouïghours, je ne rajouterai rien à ce qui a été dit là, je pense que c'est assez explicite, mais il y a également des territoires qui étaient jusque-là écrits comme autonomes et dits comme autonomes, des régions autonomes comme Hong Kong, où ils reprennent également davantage la main, plus rapidement que prévu. Il y a également des territoires qui considèrent être le leur, qui sont plus éloignés, comme même politiquement, qui normalement devraient, pour lesquels la question se pose davantage, comme Taïwan. Et puis il y a également des territoires qui considèrent, sur lesquels il y avait des conflits, comme la mer du Sud méridionale, où leur aide en fait, par exemple envers les Philippines, permet de faire passer en fait tous ces conflits en second plan.
Mais justement, ce qui est étonnant, Antoine Bondaz, c'est qu'il y a énormément de violations des droits de l'homme en Chine. Donc il y a la question des Ouïghours, il y a la question du Tibet qu'il ne faudrait pas aussi oublier et qui a été là aussi mise sous le tapis. Alors, effectivement, puisque cette question est plus ancienne, et ce qui est très important sur le Xinjiang, c'est véritablement, encore une fois, la détérioration de la situation ces 5 dernières années. La situation n'était loin d'être idéale avant 2015, mais encore une fois, la situation s'est considérablement dégradée. Le deuxième point qui est très important, c'est que vous avez eu une mobilisation sans précédent de la société civile, que ce soit aux États-Unis, mais également en Europe. Vous l'avez vu tout au long de l'année 2020 avec certains hommes et femmes politiques, avec une mobilisation d'une partie de la jeunesse, une mobilisation également de certaines célébrités, que ce soit du monde du spectacle ou du monde sportif. Et cela a conduit à avoir une pression de fait de la société civile extrêmement importante sur les autorités politiques qui ont dû, notamment en Europe, s'exprimer et prendre beaucoup plus position qu'auparavant. Alors, les autorités politiques, les diplomates, notamment français et européens, avaient déjà pris position. Il ne faut pas croire qu'ils ne s'étaient jamais exprimés sur cette question. Mais disons que l'expression s'est faite de plus en plus à haut niveau, y compris par la voix en France, par exemple, du ministre des Affaires étrangères ou même du président. Et puis, des mesures ont été prises. Ça a été le cas par l'Union européenne il y a quelques jours, notamment les premières sanctions contre des dirigeants chinois considérés comme responsables de cette répression au Xinjiang. Vous dites que la situation des Ouïghours empire, et celle du Tibet, que devient-elle, Antoine Bondaz ? La situation s'est beaucoup détériorée pendant de nombreuses années. Elle reste extrêmement compliquée, mais encore une fois, aujourd'hui, la situation est très différente de celle au Xinjiang. Il continue d'y avoir évidemment des violations des droits de l'homme qui sont attestées et qui sont documentées, mais les regards de fait, que ce soit des associations, mais aussi du monde politique, se concentrent avant tout aujourd'hui sur le Xinjiang. Et justement, lorsqu'on voit cette situation-là, je disais que ce qu'il y avait d'étonnant, c'est que la Chine semble renforcer sur le plan géopolitique après la pandémie, alors que la pandémie est née sur son sol. Il y a le bras de fer avec l'OMS. Où en est-on à ce sujet, Antoine Bondaz ? Alors, il y a eu la publication d'un rapport par l'OMS suite à cette 3e visite en Chine. Et ce rapport, de fait, est critiqué par de nombreux pays qui considèrent qu'il n'est pas suffisamment explicite sur les recherches qui sont menées. Le rapport, par exemple, met en avant 4 hypothèses principales de début de la pandémie. Chaque pays, entre guillemets, se concentrant sur une des hypothèses, ou en tout cas se concentrant sur certains éléments de langage du document. Les États-Unis, par exemple, avec 12 autres pays, ont émis des réserves extrêmement importantes sur la méthodologie de l'enquête et surtout ont critiqué ouvertement la difficulté pour les enquêteurs de l'OMS d'obtenir des informations de la part des autorités politiques chinoises. Et ces inquiétudes, elles ont également été reprises par le secrétaire général, le directeur général de l'OMS, le docteur Tedros, qui lui-même a fait part de la nécessité pour les autorités, encore une fois, politiques chinoises, de laisser leurs scientifiques travailler et surtout de coopérer avec les enquêteurs internationaux. On est donc, entre guillemets, assez peu avancé aujourd'hui sur la meilleure compréhension de l'origine de la pandémie. Et pour mieux comprendre cette pandémie et surtout pour mieux prévenir et contrôler les prochaines, il faudrait évidemment que les autorités politiques, encore une fois chinoises, acceptent de coopérer bien plus ouvertement. Karine Milsan. En fait, il faut voir cette dernière visite comme une prise de contact. L'OMS n'a pas autorité, ne peut pas décider de son propre chef de venir sur le territoire chinois. Donc il faut acceptation du pays. Donc il y a eu... Cette première visite, elle a été effectivement très cadrée. Trop cadrée, c'est vraiment la question. Et toute l'information était une information qui est contrôlée. Mais on est en Chine. Donc, effectivement, l'information est contrôlée. En revanche, il y a également un phénomène de mise en confiance. C'est-à-dire qu'il faut rassurer le gouvernement. L'OMS a une position très compliquée. Elle doit à la fois obtenir de l'information et également rassurer le gouvernement chinois comme quoi on ne va pas
les accuser d'être à l'origine de tous les maux de la Terre. Le virus est un mot pour l'ensemble de la planète. Donc l'OMS marche sur des œufs, doit à la fois réclamer plus, tout en gardant un pied pour pouvoir poursuivre son enquête. Donc c'est complexe, c'est complètement complexe. Et prenons ça comme une première phase et espérons qu'on ira beaucoup plus loin pour avoir plus d'informations. Dernier élément, Antoine Bondaz, mais pas le moindre, la situation économique et la reprise économique en Chine est aujourd'hui réelle. Que sait-on à ce sujet ? Alors, si on se fie aux statistiques officiellement publiées, la Chine n'a pas connu de récession sur l'année 2020. C'est même l'économie développée de fait, la grande économie ayant connu la plus forte croissance. D'autres économies également ont connu une croissance. Taïwan, par exemple, qui, pour la première fois depuis les années 90, a connu une croissance plus importante que celle de la Chine. Mais clairement, la Chine se différencie des autres très grandes économies, notamment évidemment européennes et américaine. La Chine a également très fortement bénéficié de la crise de fait à l'étranger et de la demande à l'étranger, puisque par exemple ses excédents commerciaux ont de nouveau atteint des records. Là où ce sera plus difficile pour la Chine, c'est entre guillemets la normalisation et la sortie de crise, puisque une des questions qui peut se poser, c'est est-ce que les économies, notamment européennes et américaines, ne vont pas repartir extrêmement fort dès la fin de cette année si la situation, et c'est un grand si la situation sanitaire s'améliore, et que la Chine, elle, qui est beaucoup plus précautionneuse et qui craint beaucoup plus justement une flambée épidémique, aura peut-être plus de mal, entre guillemets, à normaliser, à retour à la normale de son économie. Mais encore une fois, la Chine, contrairement aux autres pays, s'en est beaucoup mieux sortie sur le plan purement économique. Mais on note qu'il y a toute une série de signes pratiquement objectifs d'une reprise avec une augmentation des matières premières, une augmentation du coût des transports, bref. Tout ceci veut dire qu'il y a bien des endroits dans le monde où l'économie va bien, Antoine Bondaz. La Chine n'a pas connu de crise, n'a pas connu de taux de croissance négatif en 2020 et donc l'économie va beaucoup mieux en Chine que dans d'autres pays, ça c'est extrêmement clair. Après, les inquiétudes en Chine aujourd'hui, ce sont des déséquilibres structurels qui sont plus anciens, qui ont été exacerbés par la crise sanitaire et de fait la crise économique et que les autorités chinoises essayent de résoudre. C'est encore une fois la relance de la consommation, c'est essayer d'accroître les capacités d'innovation de la Chine, c'est essayer d'être beaucoup moins dépendant de l'importation de technologies étrangères, etc. Mais très clairement, la crise, entre guillemets, sanitaire a eu un impact économique bien moins fort en Chine que dans les autres pays. Karine Minsan. C'est évident que la crise dure beaucoup moins longtemps qu'elle ne le dure en Occident. Donc de ce fait, si vous voulez, remettre en marche l'appareil productif se fait également de façon plus rapide que ce qu'on peut voir ailleurs. Je voudrais juste revenir sur le système de santé, parce que pour moi, la crise sanitaire a permis le développement d'un nouveau modèle de système de santé. Je vous ai décrit tout à l'heure le système de santé chinois comme un système en fait qui était très hétérogène, qui était très inégalitaire. Mais en fait, la crise a permis le développement du numérique. Et comme je vous ai dit, l'ensemble des gens sont tracés, sont traqués, mais aussi l'ensemble de l'information du coup est beaucoup plus unifié. Le fait de ne pas pouvoir aller voir un médecin a fait que les gens ont encore plus qu'ici, téléconsulté. Et je vous ai décrit tout à l'heure les difficultés en fait pour les gens de consulter quand ils se rendent physiquement pour une consultation externe chez un médecin. Eh bien aujourd'hui, cette consultation, elle peut se faire à travers son téléphone. On peut diagnostiquer, on peut s'auto-diagnostiquer. L'utilisation de l'IA pour faire du diagnostic, pour accompagner d'abord les infirmières et après des médecins est également beaucoup plus utilisée. Donc ils sont en train de développer en fait un système de santé très différent et c'est un énorme marché, un marché gigantesque. Antoine Bondaz, la position également chinoise est très confortable parce que la Chine, avec son vaccin, avec sa puissance économique, noue de plus en plus de partenariats. La Chine prête à des pays en voie de développement, par exemple.
Alors oui, effectivement, elle le fait déjà depuis plusieurs années. Il y a une sortie importante de capitaux de Chine, que ce soit des capitaux publics ou des capitaux privés. Alors évidemment, hein, la restriction des capitaux ces dernières années a réduit ces investissements à l'étranger, notamment en Europe, mais les investissements sur les infrastructures, sur les matières premières, eux, continuent, que ce soit en Afrique, en Asie du Sud-Est ou en Amérique latine. Ce qui est extrêmement important aussi pour la Chine, de plus en plus à l'international, et on le voit notamment avec ce que certains qualifient de diplomatie des vaccins, c'est la volonté de la Chine de se présenter comme un partenaire non seulement crédible, mais comme un partenaire parfois Mhm. plus fiable et plus important pour ces pays-là que ne le seraient les Européens ou les Américains. Et là, on entre de plus en plus en réalité dans ce que les Européens qualifient eux-mêmes de rivalité systémique, c'est-à-dire que la Chine met en avant les succès et vante les mérites de son système politique, tout en essayant de discréditer la démocratie occidentale Mhm. libérale. Et de fait, cette compétition en termes d'influence, elle se joue aussi à l'étranger, elle se joue aussi en Afrique, en Asie du Sud-Est ou en Amérique Mhm. latine. Et là, les Européens, évidemment, s'en inquiètent de plus en plus. Un mot de conclusion, Karine Milsan. Ce qui est paradoxal, c'est que la Chine, qui utilise très peu le vaccin, qui a trouvé d'autres moyens en fait de lutter contre le virus, utilise le vaccin comme une arme sanitaire sans précédent. Non seulement elle le vend à des pays, mais aussi elle en donne des doses gratuites, ce qui étend sa sphère d'influence. Et c'est assez paradoxal. Merci Antoine Bondas. Je rappelle que vous êtes chercheur à la Fondation pour la recherche stratégique et enseignant à Sciences Po. Et merci à Karine Milsan, économiste, professeur à l'École d'économie de Paris. Et vous avez notamment publié Healthcare Reform in China aux éditions Macmillan.